Aujourd'hui, ce matin, on va vous lire un texte de Dorothy Allison qui s'appelle « Puritaine, perverse et féministe ». Et Dorothy Allison, c'est une autrice lesbienne américaine des États-Unis qui est toujours vivante. Et ce texte, il date de 1985. Voilà, je vais raconter l'histoire la plus gênante de toute ma vie sexuelle. Un secret que j'ai gardé pendant des années. Un secret humiliant qui me colle à la peau. Un détail à la fois inexplicable et profondément rattaché à mon adolescence. Non, je ne vais pas parler de dessous en latex, ni de petits chiens, ni même d'une fixation lesbienne longtemps réprimée sur des objets phalliques. La vérité vraie est que j'ai passé la plus grande part de mon adolescence, et, je dois l'admettre, même au-delà de mes 20 ans, à me masturber en lisant des livres de science-fiction, de merveilleuses et impossibles histoires remplies de lutte et d'angoisse. Jeune fille, j'ai lu Podkayne of Mars de Robert Heinlein, Jireh Lovejoy de C.L. Moore, la collection Telsey par James Schmitz, More Than Human de Theodore Sturgeon et toutes les histoires d'Alix de Johanna Russ. Chacune de ces lectures restait dans ma tête longtemps après que je refermais le livre. Elle parlait de mondes vers lesquels je voulais m'échapper du monde où j'étais née. Ces mondes étaient des mondes d'aventure, luxuriants, effrayants et délicieusement motivants. J'accrochais l'épée de Jireh à ma hanche et j'essuyais sur mes lèvres le baiser du démon en pleurant la maîtresse que l'on m'avait forcée à tuer. Mais je tenais le coup grâce à ma fierté et à ma fureur. Je posais mes yeux de chatte imperturbable sur les immenses créatures dangereuses qui m'avaient capturée et qui voulaient me faire ce que les aliens faisaient toujours à Telsey, mais comme elles, je déjouais les plans des méchants et à la fin, je repartais à pied, triomphante. Plus tard, il y a eu les livres de John Vinge, C.G. Cherry, Vanda McIntyre, Susie McKee, Charnas et Elizabeth Eileen. Je devins la jeune voleuse capturée et fouettée dans le roman de McIntyre, la femme sur son cheval en train de nettoyer son couteau tout en écoutant l'esclave qui avait fui, qui avait marché jusqu'au bout du monde, une de ces perverses fascinantes qu'Elizabeth Lynn semblait si bien comprendre. J'atteignais l'orgasme dans des aventures où je faisais partie de ces mondes, mais plus importante était la satisfaction constamment excitée de m'imaginer si loin et si différente. Il y avait une justice dans ces livres. Justice, revanche, défense, femme ligotée, sexe. Et ce qui me semblait être une philosophie de la vie plus humaine et plus charitable. Je suis une créature autant issue de ces livres que de ma famille, de ma région ou de mon inclination sexuelle. Je dois tout à cette littérature de gare. Je trouve frustrant que tant de gens classent l'érotisme et le quotidien en catégories si obstinément distinctes. Il y a cette idée selon laquelle le sexe peut être séparé de la vie, que la pornographie est non seulement dévalorisée et physiquement suspecte, mais aisément identifiable. Lorsque le sujet est abordé et que les femmes s'érigent en parangons de vertu, j'ai envie de leur demander de me parler de leurs fantasmes de jeunes filles. Peut-être ont-elles, maintenant qu'elles ont grandi, mis une croix sur leur rêverie érotique, mais qu'est-ce qui leur faisait accélérer le souffle lorsqu'elles étaient jeunes ? Ne sont-elles jamais revenues du cinéma après un film inepte pour s'allonger en travers de leur lit et s'imaginer en héroïne triomphante, en héroïne en danger, ou même dans le rôle de la méchante, celle qui prend le héros-héroïne au piège et a toujours les meilleures répliques dans le dialogue ? Je me demande si une autre que moi a vu le film Barbarella et a fantasmé non pas sur le visage blanc de Jane Fonda, qui n'est d'aucune aide, ni sur le torse musclé d'Angèle, mais sur la reine noire qui faisait tournoyer ses poignards d'un regard menaçant. Il est facile de susciter l'indignation à propos de publications cochonnes sexistes que la plupart des gens se défendent de lire de toute façon. Il est plus dur de faire réfléchir, et encore plus dur de faire parler, sur l'imaginaire érotique à l'œuvre dans les films ordinaires, les best-sellers romantiques faciles et les programmes télé bourrés de clichés qui créent de toutes pièces des fantasmes sexuels bien plus efficaces que les publications pour adultes qui pullulent sur le marché. Parler de la façon dont notre imagination sexuelle fonctionne nous trouble toujours, même si nos désirs sont à milieu des scénarios de cuir noir et de chrome que nos juges aux affaires sociales voudraient interdire. Pour les féministes, il semble tout simplement dangereux d'étudier l'imaginaire sexuel. Le sexe est imprévisible, irrationnel, sournois et d'une portée considérable.
Pire encore, il résiste complètement au légalisme simple et aux catégories philosophiques. Une grande part de l'imagerie sexuelle ne se satisfait pas d'une interprétation unique, mais d'un éventail de significations à différents niveaux qui dépendent du contexte, des goûts personnels et du symbolisme dont elle se part. Je me souviens très bien d'une de mes meilleures amies lorsque j'étais adolescente. Une fille qui ne semblait avoir d'affect sexuel d'aucune sorte, qui récitait son rosaire 3 fois par jour et qui préparait avec une détermination méthodique et obstinée son admission future dans un lointain couvent du sud-ouest du pays. En enfant de l'église baptiste, je trouvais son catholicisme exotique, fascinant et bizarrement pervers, en particulier sa manière d'en parler avec un côté sexuel dont elle n'avait apparemment aucune conscience. Sa façon de me décrire ses prières du soir, ses genoux qui lui faisaient mal et la douleur qui lui enflammait la nuque, l'image oppressante du Christ crucifié qui lui faisait presque arrêter le cœur, l'angoisse qui l'étreignait, tout cela ne me rappelait rien de moins que mes propres immersions nocturnes dans des rêveries érotiques et leur orgasme libérateur et purifiant. Mon amie ne relevait aucune de mes allusions sexuelles indirectes. Je ne pense pas qu'elle ait jamais touché ses parties génitales, excepté pour les dissimuler prestement grâce à ses sous-vêtements de coton. Mais peut-être que sa manière à elle de refuser la honte sexuelle était de remettre tous ses sentiments entre les mains sincères et pures de la Vierge Marie. Tout bien considéré, elle était probablement plus en sécurité avec elle qu'avec moi. Je n'ai pas compris que l'imagination sexuelle pouvait être indirecte et sous-jacente jusqu'à ce que je lise l'essai de Joanna Russ, Pornographie by Woman for Woman with Love. L'essai de Russ étudie ce que tout le monde s'applique à ignorer. Elle examine les fictions du genre de Star Trek et particulièrement les fanzines et les anthologies pour femmes, KS, pour Kirk Spock. Ces livres et ces histoires, souvent classées X par leurs auteurs et autrices, sont étonnantes de par leur contenu homosexuel, bien qu'à l'image d'une grande partie des BD japonaises qui sont extrêmement violentes, elles soient écrites par des femmes hétérosexuelles pour des femmes hétérosexuelles. Beaucoup des histoires contenues dans KS traitent du capitaine Kirk et de Mr. Spock qui deviennent amants et ont souvent un contenu SM. Russ étudie dans le détail le contenu érotique de ces histoires et montre que le contexte fait peu de cas des faits véritables qu'il s'y déroule. Par exemple, les histoires regorgent de scènes dans lesquelles Kirk ou Spock sont torturés ou battus. Un des deux personnages vole au secours de la victime avec des sentiments érotiques et romantiques prononcés. Dans certains cas, le sexe se révèle nécessaire pour sauver la victime, en lui causant un choc qui en retour lui redonne un corps sain ou fait redémarrer son système immunitaire. Les personnages, Kirk, Spock, sont peut-être choqués ou embarrassés par leur comportement, mais ils sont incapables de ne pas accomplir ces actes surprenants. C'est ce conflit qui, pour une part, produit la charge érotique, et c'est quelque chose que j'ai compris à propos de ma propre sexualité. Cette dynamique d'attirance-répulsion qui peut submerger et obscurcir le désir sexuel. Les personnages des aventures de Kirk et Spock sont amenés à faire ce qu'ils ne peuvent admettre vouloir faire. C'est ce qui autorise le même luxe aux auteurs et aux autrices. Le meilleur point de l'essai de Russ reste son étude minutieuse des histoires et de leur contenu réel pour savoir jusqu'où leurs autrices y mettent leurs fantasmes. Elle voit le matériel KS comme une représentation de l'amour et du sexe tel que les femmes voudraient les voir dans la vraie vie, que ces actes se passent entre deux hommes ou entre deux femmes. Elle cite le travail des théoriciennes Suzanne Goubard, Patricia Lemb et Diana Veit et examine les codes de la plupart des fantasmes ainsi que leurs transferts caractéristiques. Elle suggère que lorsque les auteurs-autrices féminines de science-fiction écrivent sur des aliens, elles écrivent en réalité souvent sur des femmes. On peut en voir un exemple dans les pratiques sexuelles de KS. Les garçons ont des rapports sexuels anaux avec l'aisance et la lubrification qui sont normalement caractéristiques des rapports sexuels vaginaux. Je suis moi-même une vieille femme de Star Trek, que j'ai aimée au travers de ces personnages des deux sexes. Mais je me suis toujours demandé pourquoi il n'existait pas de fanzine pour nous raconter les aventures d'Uhura avec quelques guerrières romuliennes. Le lesbianisme était-il si dangereux qu'il ne pouvait être appréhendé même symboliquement ? Peut-être que Kirk et Spock étaient d'une certaine façon codés pour être en réalité des femmes, une variante d'Alien Gwyn. Après avoir lu l'essai de Russ, j'ai réfléchi à ce qui se cachait derrière ma passion adolescente pour la science-fiction. Je me suis retrouvée
à penser aux différents niveaux de signification que j'avais perçus dans la science-fiction. Pas seulement la simple histoire, mais aussi les leçons symboliques et politiques que j'en avais tirées. Après tout, j'ai dévoré des livres de SF au point de vivre plus dans ces mondes imaginaires que dans la petite ville du sud où j'étais née. Oui, les femmes et les filles de ces livres vivaient des aventures. Elles vivaient de grandes passions, des succès, des terreurs et l'échappée belle. Leurs pensées étaient sans cesse occupées, mais pas de la même façon que dans la littérature traditionnelle. Elles ne s'inquiétaient pas de savoir si les garçons et les hommes rêvaient d'elles, elles s'inquiétaient de survivre. Elles ne se tracassaient pas pour savoir si elles devaient ou non porter du maquillage. Elles attachaient leur cape et décollaient au-dessus des étoiles. J'ai aussi lu plein de livres dans lesquels une des personnages était torturée ou blessée pour le plaisir érotique de l'autre, et la plupart de celles-ci étaient mes préférées avant même que je comprenne que je désirais trouver une créature exotique pour m'attacher, me rendre folle de désir. Quand la majorité de la population féminine se pavanait avec des coiffures en choucroute, tout en se tracassant de savoir s'il est OK pour une fille d'apostropher un garçon, ces livres étaient un truc sacrément radical. Pour moi, ces femmes étaient des gouines. Elles avaient des relations sexuelles, du vrai sexe, sans voile symbolique. Un de mes préférés de tous les temps a été un roman de Joanna Russ, Pique-nique au paradis. Non seulement l'héroïne Alix était une voleuse phénicienne caustique, à la vue perçante, qui passait son temps à se moquer du riche sportif blanc qui, dans n'importe quel autre livre, aurait été le héros, mais elle n'arrêtait pas d'aller dans des bosquets avec le jeune punk pour le baiser. Et je tiens au sens actif de ce terme. Alix grimpait sur ce garçon et se donnait elle-même du plaisir. Elle se fichait même qu'il garde ou non son Walkman pendant ce temps-là. C'est une scène qui mettait mon âme pure d'ado dans tous ses états, poussant mon imagination dans des directions qui auraient probablement beaucoup surpris l'éditeur de Russ. Il n'y était pas question de références voilées ou codées. C'était platement hétérosexuel, mais cela semblait offrir un encouragement tacite au désir sexuel féminin, ainsi qu'à son agressivité sexuelle. J'ai toujours pensé que cela s'adressait autant aux lesbiennes qu'à n'importe qui. Alix, après tout, ne m'a jamais donné trop l'impression d'être atteinte par la passion hétérosexuelle. Son truc, c'était les ados, surtout des filles, mais il y avait ce garçon dans Pique-nique. Chacun des livres que j'ai mentionnés a nourri l'imaginaire de mon adolescence, lequel était en grande partie porté sur le sexe. Les histoires que j'inventais pour mon plaisir avaient tendance à mettre en scène des mécanismes érotiques légèrement effrayants et carrément inhumains. Des androïdes qui ne faisaient que ce pourquoi ils avaient été programmés, ou des machines dans lesquelles on pouvait s'introduire, nus, et tendre, sans craindre l'intrusion d'un humain trop banal. Les conditions d'une enfance passée dans la peur et la terreur me conduisaient à imaginer tout contact sexuel réel avec d'autres humains comme étant affreux et potentiellement dangereux. J'avais consciemment abandonné toute incrédulité envers la science-fiction, et cela signifiait que je pouvais m'imaginer moi-même dans ces livres. Mais il y avait encore un grand pas à franchir entre mes fantasmes timides et prudents et l'imagination de ce que pouvaient être les aventures sexuelles de ces merveilleuses héroïnes. Le fait que j'ai commencé à le faire, je l'attribue au pouvoir d'écrivaines de SF réellement douées qui m'ont ouvert à des mondes dans lesquels les petites filles n'avaient pas à faire face aux horreurs de ma vie quotidienne. Certaines autrices arrivaient mieux à stimuler mon imagination que d'autres. Et de façon surprenante, en tout cas pour moi, les meilleures n'étaient pas toutes des femmes. Samuelle Delany, par exemple, m'a donné l'héroïne féminine de Babel 17, poétesse, guerrière, et qui, de manière révolutionnaire, atteint ses buts les plus ultimes en utilisant un langage d'alien particulièrement évocateur. Plus important, il m'a offert la nouvelle, le temps considéré comme une hélice de pierres semi-précieuses. Cette dernière fut si révélatrice et émotionnellement dévastatrice que j'ai perdu le livre rapidement après l'avoir lu, acte pour lequel il m'a fallu du temps avant de prendre conscience qu'il n'avait pas été accidentel. Pendant des années, j'ai demandé à des gens de me raconter des parties de l'histoire en espérant qu'ils sauraient où je pourrais la trouver. Mais invariablement, je laissais de côté le détail le plus dangereux pour moi. Le temps considéré comme une hélice de pierres semi-précieuses a été la première histoire que j'ai lue qui, en fait, comportait des personnages gays, identifiables en tant que tels et presque contemporains. Elle fut également ma première lecture SM gay, admirablement écrite et suffisamment subtile pour que je puisse prétendre qu'elle n'évoquait pas le type de relation qu'elle suggérait pourtant. L'histoire me rappelait mes propres images romantiques. Le garçon, le chanteur
dont le corps est couvert de cicatrices, qui ne peut s'empêcher de poursuivre sa propre destruction masochiste, aussi résolument qu'il chante ses poèmes dans la rue et soutient que c'est ce monde injuste qui doit être changé. Pas d'études codées de personnages homosexuels, pas de portraits de sales minéos en miniature. Le révolutionnaire masochiste de Delany s'est emparé de mon cœur et m'a montré mon vrai visage. Aussi homo, aussi masochiste, obéissant aux mêmes pulsions et tout aussi obstinément pleine d'espoir. Lorsque j'ai enfin compris pourquoi j'aimais tant cette histoire, à quel point je m'y projetais, c'est plus que mon imaginaire érotique qui a changé. Mes relations quotidiennes de personne à personne furent également transformées. J'ai commencé à penser que prendre le risque de toucher un autre être humain valait peut-être le coup, afin de lui permettre de me toucher en retour. Les œuvres de Delany m'ont aussi montré à quoi pouvait ressembler la vie d'artiste. Le jeune homme masochiste de Lélis et l'héroïne féminine de Babel 17 étaient l'un comme l'autre des poètes ayant clairement conscience de qui ils étaient en tant qu'artistes politiques et marginaux. Lorsque j'ai lu Dahlgren, j'ai trouvé qu'il avait repris ce concept et l'avait poussé aux limites de ce qui semblait possible, en ajoutant, ce faisant, une approche tout à fait originale au traditionnel mythe messianique si populaire parmi les écrivaines de science-fiction, dont beaucoup sont de façon surprenante conservatrices et militaristes. Les poètes de Delany étaient des anarchistes n'ayant pas dans l'idée d'utiliser leur talent pour s'efforcer de contrôler l'histoire. Les autres, ou le comportement sexuel en lui-même. Delany défendait les homosexuels et les déchus, créait des femmes aussi imprévisibles qu'intrépides, des hommes rendus craquants par leur vulnérabilité et leur obstination à s'agripper coûte que coûte à leurs propres désirs. De plus, il suggérait à chaque scène les interactions profondes et compliquées qui marquent les échanges sexuels. Le talent de Delany pour parler de la sexualité n'a toujours pas été surpassé. À l'adolescence, ce fut une révélation. J'ai parlé à de nombreuses fans, tant lesbiennes qu'hétérosexuelles, de leur attirance adolescente pour la science-fiction. J'ai essayé de les éclairer sur la manière dont la SF avait affecté leur manière de concevoir la sexualité. Il est stupéfiant que tant de femmes m'aient dit que la science-fiction a été l'endroit où elles plaçaient leur imaginaire sexuel. Une de mes copines, par exemple, qui n'avait lu aucun roman lesbien soft avant de faire son coming out, ne jurait au contraire que par les femmes sexuellement agressives et directes qu'elle trouvait dans la science-fiction. Elles m'ont donné l'idée, m'a-t-elle dit, en se remémorant ses propres fantasmes d'adolescente. Pour elle, comme pour moi, le message sous-jacent était clair. Ce n'était pas forcément comme tout le monde le disait. Ça pouvait être différent. Vous pouviez faire l'amour avec des plantes, des chutes d'eau intelligentes, ou des machines amicales, ou des femmes, et ne pas le faire pouvait être une catastrophe sociale ou morale. Une fois dévoilé, c'est un secret qui pouvait tout changer et qui a tout changé. Voilà. Merci. Merci.